Nous allons parler de la question des risques d'inondation. Alors, avoir une rivière telle que l'Allier est une chance, ça impose aussi de lourdes contraintes. C'est cette politique de gestion des risques que nous allons développer à la fois du côté des actions stratégiques comme des démarches très concrètes. D'un point de vue opérationnel, nous allons aussi évoquer le fameux périmètre du service d'exploitation d'assainissement, le plan de continuité d'activité, et nous terminerons par le témoignage d'un acteur du bassin. Mathieu, je vous laisse la parole pour commencer. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Mathieu Boisseau, je dirige le service prévention des risques et gestion des milieux aquatiques au sein de Vichy Communauté, la communauté d'agglomération. Et je vais vous présenter la démarche qu'on a menée en matière de gestion du risque inondation, à la fois d'un point de vue de la définition de la stratégie qu'on a la responsabilité de mener, et puis la volonté que les élus ont voulu manifester d'aller assez rapidement vers des démarches très concrètes et opérationnelles pour traduire ça concrètement. Comme l'a dit Karine, effectivement, la présence de la rivière dans l'agglomération de Vichy, c'est à la fois quelque chose de déterminant dans notre identité territoriale, parce qu'on est une agglomération thermale et qu'elle est à la fois vecteur d'identité et puis support de développement économique pour notre territoire. En même temps, elle nous impose un certain nombre de contraintes de gestion, et comme toutes les rivières, et bien souvent, toujours, elles débordent. Et donc ça nous donne les quelques images que vous avez à l'écran ici. En bas à gauche, c'est sur la rive d'en face, un lotissement dont je vous reparlerai tout à l'heure, et puis d'autres images dans l'agglomération sur d'autres communes, soit très récemment en 2003 ou en 1943 pour une crue un petit peu plus ancienne. Voilà, toujours, on n'est pas très loin d'ici, là, un petit montage pour illustrer que l'inondation vient jusqu'au cœur de la ville sur notre territoire. Alors pour répondre à ces enjeux-là, la responsabilité d'une collectivité comme la nôtre, c'est d'élaborer une stratégie locale de gestion du risque inondation. On avait à élaborer cette démarche avant la fin de l'année 2016. Et donc à cette période-là, les élus viennent de valider un nouveau projet de territoire qui parle beaucoup des cours d'eau et qui a un certain nombre de projets d'aménagement urbain autour de ces cours d'eau. Et ces projets, ils vont nous aider aussi à structurer notre démarche autour du risque, à apporter des réponses concrètes et en même temps que d'autres démarches, en partenariat avec l'établissement public Loire, sur la vulnérabilité des réseaux, qu'ils soient électriques, d'assainissement ou de transport, sur la continuité d'activité de nos services en temps de crise, ou même sur la gestion de la crise elle-même en relation avec les communes. On a mené toutes ces démarches-là durant l'année 2015 et 2016 pour aboutir à l'élaboration de cette stratégie. Mais pour élaborer une stratégie, il faut déjà avoir un diagnostic assez fin du risque et bien connaître ça pour prendre les bonnes dispositions. Et on a pu bénéficier d'une expérimentation, de la mise en place d'une expérimentation sur notre territoire avec l'application du référentiel national de vulnérabilité aux inondations. Voilà, on a été 2 sites en France à bénéficier de cette démarche-là et de l'expertise du CEREMA pour cadrer d'un point de vue méthodologique notre analyse du risque sur notre territoire selon les 3 axes que sont la sécurité des personnes, la préservation des biens, éviter les dommages aux biens, et puis un point très important dont on reparlera après, qui est de pouvoir favoriser un retour rapide à la normale une fois que la crue est survenue et qu'elle est arrivée, parce qu'elle survient toujours. Et donc c'est très important que les territoires, c'est pour ça qu'on cherche à atteindre une certaine résilience, parce qu'il faut pouvoir redémarrer plus vite une activité et reprendre une activité normale une fois que l'événement est survenu. Donc ce référentiel, il nous a permis d'avoir un diagnostic plus fin et plus structuré, et aussi d'expertiser peut-être certains domaines qu'on avait négligés jusqu'à présent. Je pense par exemple
à la question des durées de submersion, c'est-à-dire qu'on avait souvent tendance à représenter une crue sur une carte par un aplat de couleurs, mais ça a aussi un autre paramètre qui est très important, c'est le temps, parce qu'un quartier qui reste inondé pendant 15 jours, ça implique un certain nombre de dispositions en matière de réseau, en matière d'alimentation, en matière de relogement, etc. Et donc c'est important d'aborder ce paramètre. Donc la traduction, c'est vrai que la stratégie, évidemment qu'elle a un intérêt, c'est une obligation pour nous, mais en fait elle n'a de sens que si elle sert à alimenter des opérations concrètes et des actions concrètes sur le terrain qui permettent de répondre aux problématiques que les gens rencontrent au quotidien quand une crue survient. Et donc une des réponses que nous on apporte, c'est dans la conception de ces projets urbains. Alors si vous regardez l'illustration qui est en bas à gauche de l'écran, c'est le quartier dont vous avez vu la photo tout à l'heure avec l'évacuation des gens en barque. Et donc dans ce projet-là, une des réponses qu'on pourra apporter quand il sera mis en œuvre, c'est d'organiser un réseau d'itinéraires sécurisés qui permettent aux gens de continuer à accéder ou d'évacuer leur logement, les gens qui y habitent, et puis les secours aussi, qui pourront continuer à accéder à ce secteur par un réseau d'itinéraires hors d'eau. Voilà, c'est une disposition en définitive relativement simple, mais qui nécessite un minimum de travaux et d'organisation pour le faire, d'organisation des réseaux de voirie, mais aussi pour permettre aux gens de rester chez eux, de gestion des réseaux, parce que pour que les gens puissent rester chez eux, il faut que les réseaux restent fonctionnels, y compris en temps de crue. Autre projet, et là on est en plein sur ce secteur-là, autre projet urbain qui nous amène à traduire concrètement des dispositions qui ont été déterminées dans cette stratégie. Voilà, alors sur l'illustration en haut à droite, vous avez un certain nombre de simulations qui ont été faites de solutions d'aménagement. Alors il y en a un certain nombre qui sont en rouge, qui ne fonctionnent pas, et puis heureusement d'autres dispositions d'aménagement qui vont nous permettre d'améliorer la sécurité dans ce secteur-là par rapport au risque. On va travailler à partir du mois de septembre, on sera en travaux juste à côté en fait, et sur quasiment 5 km de berge de l'Allier pour réorganiser des accès. On a beaucoup travaillé dans le cadre de ce projet avec les acteurs économiques, avec les restaurateurs, avec les campings, pour leur proposer des solutions de réorganisation de leurs activités pour qu'elles soient plus adaptées ou plus résistantes aux risques. On a travaillé sur la réorganisation des accès à ce secteur, de telle façon que la circulation soit plus simple et plus efficace, notamment en conditions d'évacuation, dans un secteur touristique qui est assez fréquenté. Et puis il y a un certain nombre de dispositions qui peuvent paraître plus simples, mais qui sont strictement nécessaires, qui sont l'implantation de repères de crues, parce que pour qu'un territoire soit préparé à tous les niveaux, que ce soit de la collectivité jusqu'à l'habitant, il faut que chacun, à son niveau, et pour soi-même et son habitation ou ses infrastructures, ait conscience du niveau de risque auquel il est exposé. Et donc il y a un travail qui se fait avec tous les acteurs, dont nous faisons partie. On reparlera juste après du travail qu'on fait sur l'assainissement, les réseaux. Et dans ce secteur-là, il y a à la fois un travail très précis qui a été fait sur les réseaux d'assainissement pour sécuriser des postes de relevage, pour mettre hors d'eau des infrastructures électriques qui aujourd'hui étaient exposées et qui, par le projet, c'est l'occasion de les sécuriser. Et puis, idem, le même travail sur le réseau d'eau potable et une station de production d'eau potable. Voilà, sur cette dernière diapositive, l'idée c'est vraiment de montrer que pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de travailler à la fois de cette échelle stratégique jusqu'à une traduction très concrète par ces projets urbains qui ont constitué de vraies opportunités pour nous de construire un aménagement qui soit plus adapté aux risques, parce qu'on ne peut pas toujours le maîtriser et que c'est une tentation parfois contre-productive de vouloir le maîtriser et qu'il vaut mieux chercher à s'adapter et à prévoir des choses plus souples qui sont au final plus réactives. La sensibilisation, c'est un point très important.
Et oui, et qu'on soit plus, plus adapté et plus réactif à tous les niveaux, du niveau stratégique, c'est ce que je vous disais, jusqu'au niveau très opérationnel sur la gestion d'un service comme le service assainissement, par exemple. Bonjour, Laurent Laforêt, responsable exploitation assainissement Vichy Communauté. Donc je vais vous présenter tout d'abord le service. Donc le service exploitation assainissement gère à la compétence assainissement sur 39 communes depuis le 1er janvier de cette année. Donc l'ex-agglomération Vichy-Val d'Allier, qui se situe plutôt justement autour de la rivière Allier. Et puis maintenant la montagne bourbonnaise où on a d'autres problématiques qui ne sont pas forcément ceux de l'inondation. Donc il y a une vingtaine d'agents qui sont en charge à la fois de 1000 km de réseau, de stations d'épuration, une vingtaine, et 150 postes de relevage. Donc il y a quand même une grande quantité d'ouvrages. Et donc on a travaillé avec l'aide de l'établissement public Loire et le cabinet Ernst & Young justement à la mise en place de ce PCA, donc pour se prémunir et accompagner justement les épisodes de crues. Donc on a d'abord défini les risques, donc avec Mathieu en particulier, les enjeux, la criticité, la priorisation, parce qu'un petit poste qui gère une dizaine de maisons qui tombent en panne pendant 1 heure, c'est peut-être pas très grave. Par contre, au bord de la rivière Allier, un poste de relèvement qui gère peut-être, qui reçoit les eaux brutes de 20 000 personnes, là c'est plus compliqué. Donc il faut qu'on fasse le maximum pour éviter, accompagner, comme dit, on ne peut pas éviter, donc accompagner le risque, le gérer et surtout faire un retour à la normale le plus rapide que possible. Donc on a d'abord défini des grands axes. Donc le poste principal du Bel Air, donc c'est Vichy, c'est de l'autre côté, sur l'autre rive. Il y a aujourd'hui des appareils qui sont en dessous de la côte de crue. En fait, on ne peut pas être submergé par l'Allier, mais par contre les réseaux peuvent déborder de l'intérieur et rendre inopérant cet appareil. Donc on est on est en train d'étudier la possibilité de mettre ça en sécurité hors d'eau pour pouvoir continuer à fonctionner par tout temps, ou au moins remettre en route très rapidement après les exercices après les crues. Donc, comme je disais, la liste des points critiques. Donc, on a listé aussi des agents, parce que bon, il y a une vingtaine d'agents dans le service aujourd'hui. Mais au sein de l'agglomération, il y a aujourd'hui à peu près 450 agents et on a essayé de recenser qui habite où pour pouvoir savoir s'ils sont capables de se rendre au travail, s'ils peuvent faire du télétravail, faire d'autres tâches de chez eux. Parce que le risque le plus grand, et ça Mathieu me l'a bien rappelé, j'ai appris par cœur, c'est que le risque le plus grand, c'est le déplacement. Donc voilà, on essaye aussi d'être un peu intelligent dans ces déplacements. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que dans notre agglomération, l'Allier passe au milieu sur 30 km. On a 6 ouvrages de franchissement, 6 ponts en fait. On a 40% des déplacements quotidiens qui traversent l'Allier. Et en fait, il n'y a plus un pont qui est fonctionnel en période de crue. Donc ça veut dire pour nous, pour une structure comme nous, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne pourront pas venir travailler parce qu'ils seront inondés chez eux, ou tout simplement parce qu'ils ne pourront pas circuler. Voilà, donc pour illustrer donc, la carte de l'ex-agglomération Vichy-Val d'Allier, donc justement on voit bien la rivière Allier au milieu. Donc là, je pense que ça doit être une cote de crue assez importante là. Oui, c'est une crue centenale, 150 nales. Donc les points que vous voyez, il y a certains points, ça doit être des ouvrages, je pense. Et puis autrement, c'est les agents de l'agglomération. Voilà, on voit qu'il y en a une bonne partie sur la rive droite et une autre partie sur la rive gauche. Et donc, en fonction, on liste un peu où habitent ces agents, à quoi peuvent-ils prendre part en cas de crue. Et puis, on essaye de s'organiser en fonction de cet aspect-là. Donc, on a pris ce point-là et on a décidé de faire quelques opérations ciblées sur fin d'année, début d'année prochaine.
Donc là, c'est l'image, par exemple, l'image de gauche, c'est la station d'épuration de Saint-Germain-des-Fossés, qui est justement en bordure d'Allier. Et aujourd'hui, on se rend compte, parce qu'on a eu un épisode il y a 2 ans, une petite crue d'un petit affluent de l'Allier, hein, qui est le Béron, qui a noyé complètement les ouvrages. Et on a mis quasiment 1 an à revenir à la normale sur un tout petit ouvrage. Donc une station d'épuration comme Saint-Germain-des-Fossés. On a décidé, on a lancé à l'étude, de remonter en hors code de crue. Donc les bâtiments que vous voyez ici, à l'intérieur des armoires électriques, les parties qui sont inertes, on peut laisser au niveau de la crue, ce n'est pas très important. Par contre, les armoires électriques, on va essayer de les remonter à l'étage supérieur. Et la partie de droite, c'est le dégrilleur. Donc c'est un outil stratégique sur les réseaux d'assainissement qui est en face de nous, côté de l'Allier, là. Donc tout est en dessous du niveau du terrain. Donc en cas de crue, en cas de débordement, il n'y a plus rien de fonctionnel. Donc là aussi, on va tout surélever. Donc c'est des opérations un peu d'ampleur. Donc on essaie de se faire aider aussi. On fait des études et en espérant qu'en cours d'année prochaine, ces 2 opérations soient menées et qu'on puisse au moins être serein sur ces ouvrages stratégiques-là. En sachant qu'il y a quelques-uns, comme la station d'épuration de Saint-Yor, qui n'est pas ici, qui a déjà eu des études et tout a été relevé déjà. Donc on a déjà avancé un peu ces sujets-là il y a une dizaine d'années. On essaie de réfléchir en termes de prévision à chaque fois qu'on fait un projet un peu important. Le risque, en fait, sur ce que décrit Laurent Laforêt, c'est que sur certains de ces ouvrages, en fait, une fois qu'ils sont inondés, ils sont en défaut, ils ne fonctionnent plus. Et donc, en fait, on peut avoir des secteurs qui ne sont pas inondés par la rivière Allier, par les débordements de la rivière, mais qui se trouvent inondés par le réseau d'assainissement qui ne fonctionne plus. Donc, c'est quand même dommage. Et quand on peut l'éviter, c'est vrai que la démarche plan de continuité d'activité, elle a permis d'identifier pas mal de sujets comme ça et maintenant de les prendre en compte et d'apporter des solutions. Jean-Claude de l'établissement Puy Loire, je vais tenter d'apporter quelques compléments par rapport à nos interventions qui s'inscrivent à la fois à titre complémentaire mais également en synergie avec celles de l'ensemble de nos collectivités membres, parmi lesquelles bien entendu Vichy, dont vous avez pu voir quelques illustrations. Pour faire simple, s'agissant de l'établissement, je dirais simplement que c'est à la fois un outil parmi d'autres, mais avec une spécificité tout de même, c'est que c'est le seul outil des collectivités à l'échelle de l'ensemble du bassin de la Loire et ses affluents parmi lesquels, bien entendu, l'Allier. Quelques illustrations de nos interventions. Je commencerai par quelque chose qui devient tellement automatique aujourd'hui qu'on en oublie que ça suppose de consentir certains efforts. L'établissement, c'est tout d'abord le gestionnaire d'ouvrages structurants, à la fois pour du soutien d'étiage, c'est-à-dire pour lutter contre la sécheresse, et l'écrêtement des crues à l'échelle de l'ensemble du bassin. De manière très, très concrète, la mesure du résultat, la mesure du service qui est rendu par ces ouvrages de bassin, un qui se trouve sur la Loire à Villeray, l'autre qui se trouve sur l'Allier à Naussac, apparaît ici. Aujourd'hui, ils ont permis, dans leur fonctionnement d'ensemble, de soutenir à la fois l'étiage le plus long, l'étiage le plus sévère et les derniers étiages récurrents que l'on observe ces dernières années. Pour ce qui est de l'écrêtement des crues, ils ont permis notamment d'écrêter les crues de 2003 et de 2008, dont l'intensité nous renvoie, en termes de référence, à celle de 1907. Donc, en l'état actuel des choses, un dispositif qui, à la fois pour une question vitale de ressources en eau, d'autre part de contrôle des masses d'eau, rend les services attendus, étant aussitôt précisé qu'il rend ces services jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'arrive un moment où les phénomènes sont tels que le fonctionnement du barrage va acquérir une certaine transparence. Pour autant, 1,50 m d'eau en moins, je regarde nos collègues de Roanne, à Roanne, 50 cm d'eau en moins dans des villes comme Orléans et comme Tours, compte tenu de l'état de nos systèmes, c'est pas forcément à négliger.
La deuxième intervention, et vous avez vu des illustrations, comment ça se traduisait chez les opérateurs, c'est que l'établissement est un opérateur en appui aux stratégies qui ont été évoquées, ces stratégies territorialisées de gestion du risque inondation. Et là, il agit à deux niveaux. La première, c'est que chacun ayant tendance à considérer ce qui l'intéresse prioritairement, c'est-à-dire son territoire, il y a un risque de perte de vue ce qui se fait un peu plus haut, un peu plus bas ou à côté. Donc, de ce point de vue-là, l'établissement rappelle régulièrement des éléments de cohérence à différentes échelles de descente du bassin vers les territoires concernés. Ça, c'est un premier travail qui est vital, puisqu'on est quand même dans des chaînes à la fois de cohérence hydraulique, hydrographique et de solidarité qui sont importantes. Le deuxième élément, c'est qu'il intervient avec un effet démultiplicateur, c'est-à-dire à travers la mise à disposition de ce qu'on pourrait appeler une boîte à outils à disposition de collectivités qui permet à la fois d'expérimenter, qui permet à la fois de développer et ensuite de démultiplier sur les territoires autour des questions de gestion de crise ou de réduction de vulnérabilité. On a vu le cas des plans de continuité d'activité. Le même travail peut être fait sur les plans communaux de sauvegarde, intercommunaux de sauvegarde et dans des logiques de réduction de vulnérabilité sur lesquelles je vous propose de revenir maintenant. À ce titre, il essaie, à chaque fois que c'est possible, dans un environnement qui s'avère chaque jour de plus en plus complexe, de faire en sorte que les choses soient faciles. Faciles. Ça, c'est quelque chose c'est un objectif extrêmement intéressant, mais très, très ambitieux. Et je voulais simplement donner deux exemples. Deux exemples à travers ce qui a été développé à la fois en faveur des activités économiques, autrement dit des capacités à identifier ces vulnérabilités, identifier des moyens de réduire ces vulnérabilités, et pour le patrimoine culturel. Par rapport à ça, si j'avais une image, je serais tenté de dire qu'on est un petit peu en permanence en train de rappeler ce qu'on appelle la règle des 3 P, quoi. La règle des 3 D, pardon. Les 3 P, c'est prévention, prévision et protection. Les 3 D, c'est un petit peu notre boussole. Il y aura toujours à côté de vous quelqu'un qui va vous dire « de toute façon, moi, ça ne m'arrivera jamais ». Ça, c'est ce que je rappelle le principe du déni. Autour de vous, dans n'importe quel bistrot, il y a toujours quelqu'un qui vous dira « ça ne m'arrivera jamais ». À côté de ça, il y en a qui sont désespérés. C'est le désespoir. Il y en a qui vous disent « de toute façon, c'est trop, je ne sais pas, je verrai, les assurances s'en occuperont ». Voilà. Donc ça, il y a celui qui est dans le déni, et il y a l'autre qui semble dans le désespoir. Et nous, on dit, entre les deux, la boussole, c'est la détermination, chacun, à faire ce qu'il peut et ce qu'il doit à son échelle. Et quand on regarde le problème sous cet angle-là, on s'aperçoit que chacun, comme individu qui habite une maison, comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise, comme quelqu'un qui emprunte des transports, etc., chacun, à sa manière, peut apporter des éléments de solution. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit simple, compréhensible, et que l'investissement à consentir par les uns et par les autres ne soit pas colossal. Donc, tous les outils qui sont développés, il faut petit 1 qu'ils soient gratuits. Il ne faut pas qu'ils soient obligatoires, parce que dès que vous dites à quelqu'un « tu es obligé de », immédiatement, il se braque. Il faut faire en sorte de créer un environnement qui fasse que chacun se dise « finalement, c'est plus intelligent d'essayer de réduire ma vulnérabilité, qui patrimoine, qui activité économique, qui personne habitant en logement, que de m'en remettre au hasard ou éventuellement aux assurances, puisque tout ça, in fine, a un prix. » Donc par rapport à ces outils, je n'irai pas plus loin, il suffit de se brancher sur le site de l'établissement et vous verrez comment il fonctionne. L'idée, c'est que chacun doit pouvoir faire quelque chose à son échelle. Le dernier élément, lui, il est plus compliqué quand même. Je dis on essaie de faire simple. Il est plus compliqué, il n'est pas compliqué, il est complexe. Il est complexe en ce sens qu'un bassin fluvial, c'est quelque chose qui est relativement sophistiqué, avec des interdépendances qui sont permanentes. Ce que nous avons voulu montrer, c'est que par rapport à la question de la protection contre les inondations, qui n'est qu'un élément de solution du problème, je répète, il ne s'agit pas d'avoir des solutions qui remplacent les unes par rapport aux autres, il s'agit d'avoir des gammes de solutions qui se complètent les unes par rapport aux autres. En matière d'infrastructures de protection contre les inondations,
quand on regarde ce à quoi on est confronté, on voit très clairement qu'il y a des logiques de continuité qui sont telles que pour attaquer le problème à la bonne échelle, il faut manifestement se placer à cette échelle-là. D'où le travail qui a été initié par l'établissement de proposer ce projet d'aménagement d'intérêt commun de l'ensemble des infrastructures de protection à l'échelle du bassin. Ça représente quand même 900 km de digues, hein, donc c'est pas une petite affaire cette histoire-là. Et en termes de coût, quelque chose qui se situe autour de 500 millions d'euros. Dans le même temps, comme on sait que les infrastructures de protection, ces infrastructures dures, vivent particulièrement bien avec des infrastructures souples, comme par exemple des zones d'expansion de crues, comme tout un tas de systèmes naturels qui permettent de limiter en quelque sorte l'impact sur les infrastructures dures. Nous avons abordé la question de la protection contre les inondations en mariant, en combinant les deux approches, à la fois sur le dur et à la fois sur le souple. Ce que je voulais dire par rapport à ça, donc pour clore, très concrètement, c'est qu'à travers les exemples qui viennent d'être donnés, il n'y a jamais une solution. Il y a une panoplie de solutions plus ou moins appropriées qu'il faut marier pour arriver en quelque sorte à s'adapter au territoire et à la situation particulière auquel le territoire est confronté. Le deuxième élément, c'est que dans cette histoire-là, on est forcément dans des solidarités d'acteurs. C'est-à-dire la capacité à faire tout seul, elle est relativement réduite. Chacun peut faire quelque chose, mais on doit le faire en cohérence avec les autres. Et par rapport à cela, donc simplement indiquer que c'est le travail que nous essayons de conduire et notre présence ici montre qu'on le fait de plus en plus systématiquement. C'est à chaque fois faire en sorte que les relais d'exécution, les relais d'implémentation puissent être utilisés sur les territoires. Avec Vichy, vous avez eu l'exemple du PCA, il y a eu l'exemple des repères de crues. Il suffit de se balader en bordure de l'Allier. Il y a les guinguettes en réduction de vulnérabilité, les entreprises. On voit que très rapidement, toutes ces choses-là permettent à tout le monde de gagner par rapport à des problématiques qui, de toute façon, il faut garder beaucoup d'humilité, historiquement, nous ont toujours dépassés. Donc on peut simplement essayer de réduire la note. Envisager qu'on puisse tout solutionner, ce serait peut-être un petit peu trop ambitieux aujourd'hui. Mais j'ai déjà été trop long. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous avez des questions? Une petite question, mademoiselle? Oui, on parlait d'aménagement de la rive gauche de l'Allier et d'infrastructures dures ou souples. Quel type d'infrastructure va être mise en œuvre et comment on va lutter contre les crues? Je crois qu'ici sur Belle-Rive serait assez impactante. Alors, dans la diapositive que je montrais, il y a effectivement quelques solutions qui sont plutôt de l'infrastructure dure, qu'on a testées, envisagées, simulées d'un point de vue hydraulique, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir ce que ça donnait, quelle influence est-ce que ça aurait, pour finalement se rendre compte que dans ce cas de figure-là précis, elles engendrent parfois plus de conséquences négatives que positives. C'est-à-dire qu'effectivement, elles jouent leur rôle en protégeant tel ou tel secteur. Par contre, l'eau qui ne va pas à un endroit, elle trouve toujours un chemin pour aller ailleurs. Donc on a abandonné effectivement un certain nombre de solutions d'aménagement de type digue, pour parler simplement, pour aller plutôt vers des solutions organisationnelles, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la réorganisation des accès, la réduction de vulnérabilité site par site, comme le disait Jean-Claude Eudes, où chacun à son échelle regarde sa propre vulnérabilité d'acteur sur l'eau potable, sur les réseaux électriques, sur les réseaux d'assainissement. Et déjà ça, si on n'arrive pas à protéger physiquement un secteur, déjà c'est aussi lui permettre de mettre en sécurité les gens, de protéger les biens et de faire en sorte que le territoire ensuite il redémarre plus rapidement parce qu'on a sécurisé un certain nombre d'infrastructures. Donc on est plutôt sur quelque chose de souple et préventif. Après il y a quand même des mesures d'aménagement, c'est-à-dire que là très concrètement sur un linéaire assez long, on va reprofiler la berge. Donc il va y avoir des volumes de terre très simplement qui vont être enlevés et sortis du lit inondable. Donc c'est toujours un volume qu'on gagne. Alors à l'échelle d'une crue comme l'Allier ou sur
je crois que sur les sur les 6 heures du pic de crue, c'est à peu près 75 millions de mètres cubes d'eau qui transitent par l'agglomération. Ça vous donne une idée du volume, et ça veut dire que voilà, ça ne jouera pas, ça n'aura pas d'influence sur cette crue-là. Par contre, sur la crue annuelle ou sur la crue qui peut arriver tous les 3 ou 5 ans, là, ça peut avoir un effet bénéfique. Et c'est bien l'ensemble de ces mesures cumulées, à la fois de prévention, d'aménagement, qui vont permettre au final de diminuer le risque sur le territoire. Merci. Oui, dans le cadre du plan de continuité d'activité, moi j'aimerais un petit peu savoir quelle a été la réaction des gestionnaires de réseau. Alors, le plan de continuité d'activité, il a porté sur la structure Vichy Communauté et en particulier sur le service assainissement. Mais c'est vrai qu'on a aussi travaillé avec les autres gestionnaires de réseau qui se sont de leur côté aussi bien emparés du sujet, notamment en 2015 parce qu'il y a eu sur notre territoire un exercice, une simulation comme si la crue survenait, et donc on mobilise tous les acteurs qui sont concernés pour voir comment ils réagissent. Et dans ce cadre-là, on peut prendre l'exemple par exemple d'Enedis qui a fait un gros travail sur ses propres infrastructures pour identifier sa vulnérabilité et voir quelles conséquences est-ce que ça aurait et prendre tout un tas de dispositions pour se prémunir des conséquences de la crue. Et donc effectivement, les acteurs sur notre territoire, ils se sont impliqués. Alors il y a Enedis, il y a aussi des gestionnaires d'eau potable qui ont participé à la démarche et à qui ça a permis peut-être de prendre un peu plus conscience des conséquences d'une crue quand elle survient sur notre territoire. Si je peux me permettre, nous, ce que l'on a noté, c'est que autant c'était illusoire d'essayer de stigmatiser, c'est-à-dire en gros, toi tu fais pas ci, toi tu fais pas ça, toi tu as raté ceci, toi tu as raté cela, ça c'est vain. Par contre, il y avait une sorte de contagion positive. C'est-à-dire que quand dans un certain nombre de filières, quand dans un certain nombre de secteurs, telle ou telle structure, tel ou tel leader d'opinion avait basculé et était capable de dire voilà les avantages que j'ai retirés du dispositif, il y avait assez rapidement un alignement des actions des autres. Et c'est ça qui, à une échelle du bassin, est très important. Parce que par exemple, tout le travail consenti sur l'agglomération de Vichy, qui est un territoire risque important d'inondation, tout ce qui peut en ressortir en témoignage de réussite, également d'échecs, qui sont utiles aussi parce qu'ils permettent des fois d'éviter de grosses catastrophes. C'est autant de gagner pour les territoires qu'il y a autour et les autres territoires importants qui peuvent se situer ailleurs. Et c'est là où on gagne par rapport aux gestionnaires de réseau, c'est là où on voit que progressivement, on arrive à les amener, mais par cet effet de contagion positive. Chaque fois où on veut aller en disant c'est obligatoire ou vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela, en général ça ne fonctionne pas. Dès qu'il y en a un qui sort en disant tiens, moi finalement j'ai réussi à faire ceci, je vais prendre l'exemple, quand à Clermont-Ferrand, Michelin a dit j'ai fait mon diagnostic de vulnérabilité, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je peux vous dire que comme par hasard, dans les 3 mois qu'on suivi, on a vu beaucoup de monde qui trouvait ça très intéressant. L'idée avec les gestionnaires de réseau, c'est un petit peu la même chose. Mais c'est vrai qu'on touche aussi à des questions de confidentialité d'informations qu'ils ont, de caractère plus ou moins lié à la sécurité de certaines interventions et autres, qui font que ce n'est pas toujours non plus très très clair la capacité à amener, partager, divulguer, diffuser des informations. Mathieu, on a beaucoup parlé de crues annuelles, crues centennales. C'est quoi dans la réalité les fréquences de retour ? C'est vrai que j'ai peut-être pas été assez précis là-dessus. La crue, toujours la plus importante, souvent pour laquelle on se prépare, on l'a dit centennale, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'arrive pas une fois tous les 100 ans, elle a une chance sur 100 chaque année de se produire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de chances qu'elle se produise que de gagner au loto. Donc voilà, c'est sur ce type d'événement qu'on se prépare, mais notre responsabilité, c'est aussi de nous préparer pour des crues plus fréquentes, qu'on voit plus régulièrement, qui peuvent effectivement arriver tous les ans.
Voilà, mais la fréquence, c'est cette idée, quand on vous parle de crues trentenales, centenales ou millénales, c'est une fréquence de retour statistique. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que vous pouvez en avoir de la même intensité qui se succèdent dans des pas de temps très courts. C'est-à-dire vous pouvez ne pas en avoir pendant 150 ans, puis tout d'un coup en prendre 3 d'un coup. Oui. Et l'autre élément qui est très curieux et sur lequel on bute psychologiquement, c'est le fait que souvent les gens pensent que parce qu'il y a eu une période de sécheresse extrêmement sévère, il ne peut pas y avoir de crue. C'est la déconnexion, l'opposition entre ce qui est la sécheresse d'un côté et ce qui est la crue de l'autre. Or, l'histoire nous montre que, y compris parmi les crues les plus importantes, elles sont survenues, certaines d'entre elles, après des sécheresses extrêmement fortes. C'est-à-dire, il n'y a pas d'opposition entre sécheresse et crue. On peut avoir, dans un même chapitre, à la fois de la sécheresse à un moment, suivie de crues extrêmement intenses. Ça fait partie de ces idées fausses à dissiper dans le public assez rapidement. Pour l'instant, on touche du bois, il n'y en a pas eu... Hein, voilà. Il n'y en a pas eu d'intensité telle qu'on soit obligé d'évacuer la ville de Vichy, quoi. Laurent, c'est quoi les projets pour le futur? Techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Alors aujourd'hui, comme je l'expliquais tout à l'heure, on prévoit, on fait une sorte de carte de criticité. Et puis on prépare, c'est un travail de longue haleine, on prépare avec une question de budget forcément, parce que c'est pas rien une station d'épuration de la relever de 3 mètres, c'est quelque chose d'assez pharaonique. Donc on prépare déjà cet aspect-là sur le budget, et puis on fait des plans pluriannuels en fonction justement du point de criticité. À tel endroit il faut faire ceci, à tel endroit c'est peut-être pas la peine parce que ça touche moins de monde, c'est moins grave. Donc vraiment, puis il faut faire vraiment des études pour pas gaspiller l'argent non plus, quoi. Donc c'est vraiment travailler tous ensemble, donc aussi avec les gestionnaires de réseau. Comme Mathieu parlait tout à l'heure, par exemple, on fait une station d'épuration qui est capable de fonctionner en période de crue, mais Enedis n'est pas capable de nous emmener l'électricité. Donc ça sert à rien. Donc il faut vraiment travailler avec tout le monde. Et c'est là aussi que c'est important de travailler avec les établissements autour pour mutualiser tous ces systèmes. Voilà. Est-ce que vous avez encore une petite question dans le public? C'est pour Mathieu encore. Je m'interrogeais sur les réseaux d'itinéraires hors d'eau. Est-ce que c'est des aménagements qui sont faits pour rendre des itinéraires hors d'eau sur les points critiques, ou est-ce qu'on prend l'existant et on dit qu'il faudra passer par là ou... Alors, il y a les deux types en fait. C'est-à-dire qu'il y a des itinéraires qui existent et ponctuellement à certains endroits, il suffirait de rehausser certains points pour permettre de garantir un passage hors d'eau pour certains types de crues. Là encore, on va parler de la fréquence de retour. Et puis, sur les immeubles que je vous montrais, il y a cette idée de peut-être les connecter les uns aux autres avec un réseau de passerelles qui permettrait de garantir un accès en tout temps. Voilà, à la fois en temps d'inondation et puis en même temps, ce réseau de passerelles, en termes d'agrément, d'aménagement, il a aussi un côté sympa. Voilà, et donc on essaye toujours dans les projets là d'allier ce côté fonctionnalité urbaine en temps normal, en fait, et agrément d'usage, et en même temps, en temps de crise, l'utilité de la crise, du secours. Voilà. Mais comment on intervient en domaine privé sur les immeubles, par exemple? C'est nous qui allons porter le projet, ou est-ce qu'on les incite fortement à le faire ou... Non, alors effectivement, c'est aujourd'hui ce projet, il est à une échelle territoriale assez importante. Donc nous, on envisage tout un tas de solutions. Après, c'est à nous d'arriver à mobiliser les acteurs concernés pour faire, et à mobiliser, à les accompagner pour mobiliser des dispositifs qui existent aussi, qui permettent d'accompagner parfois financièrement certains aménagements, que ce soit pour de l'habitat ou de l'activité économique. Peut-être toujours dans les idées fausses à combattre. Très souvent, quand on parle de la crue, on parle de lutter contre la crue. En fait, le problème, il est davantage dans la tête
que dans la réalité de ce qui se passe. La manière dont on s'organise, et on y a touché avec les questions de résilience, la manière dont on s'organise, c'est ce qui est fondamental. C'est-à-dire la question de la crue, elle nous renvoie non pas à quelque chose qui est la crue, quand on parle de catastrophe naturelle, non, c'est une catastrophe culturelle, parce que c'est un phénomène naturel, mais c'est sa gestion qui pose problème. Et ça renvoie à notre capacité à nous organiser. Et c'est en ça que c'est un petit peu dérangeant, parce que à chaque fois qu'on touche la crue, ça renvoie à la capacité qu'ont les individus et les sociétés à s'organiser pour faire face à quelque chose dont on sait que de toute façon, ça va se passer. Et c'est là où on progresse quand même, si on devait regarder sur une quinzaine, vingtaine d'années, où on progresse quand même beaucoup, parce que dans ce registre-là, un certain nombre de collectivités se sont véritablement emparées de cette question-là sous cet aspect. C'est-à-dire non pas déplorer le problème, mais au contraire dire en quoi ça nous fournit une opportunité, qui de le lier à nos politiques d'urbanisme, qui de le lier à nos mécanismes d'organisation de nos services publics, qui de le lier à des mécanismes d'incitation de comportement d'X, Y ou Z. Et c'est en ce sens-là qu'il nous semble qu'il y a pas mal de champs pour des progrès, dès lors qu'on le regarde presque comme une opportunité de développer sa résilience, autrement dit, de développer ses capacités d'organisation. Quand notre collègue dans son service met son PCA, d'une certaine manière, c'est son organisation qui l'optimise. Et ça, c'est un cheminement qui est relativement vertueux, mais que peut-être on ne cultive pas assez, parce que le plus facile, c'est de dire finalement j'ai réussi à soit m'opposer à, soit pire encore, j'ai trouvé l'argent pour réparer. C'est-à-dire une fois que tout est cassé, quelqu'un va me donner de l'argent pour recommencer à faire la même chose. Changer de perspective, c'est un moyen aussi d'améliorer un peu nos dispositifs, et souvent c'est beaucoup moins coûteux. Beaucoup moins coûteux, sachant que dans ce domaine-là, on n'a pas d'indication que les ressources de financement, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, avaient vocation à augmenter de manière exponentielle dans les années qui viennent, quoi. Plus de questions? C'est sûr? Je vais vous remercier, messieurs. Je vous remercie tous infiniment pour cette conférence extrêmement intéressante. Merci à vous.